Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Moi, je suis Martha Sérafim. Je suis psychologue du travail. J'interviens auprès des collectivités de la fonction publique territoriale, auprès des entreprises privées également, de façon large sur la question de la prévention des risques d'atteinte à la santé mentale au travail. J'assure également la consultation souffrance et travail à Boulogne-Billancourt. Par ailleurs, je suis doctorante en psychologie de l'orientation et des transitions, philosophie sociale du travail, au centre de recherche sur le travail et le développement au CNAM de Paris. Et la thématique qui m'intéresse tout particulièrement dans le cadre de ce parcours est donc le courage quotidien au travail. Voilà. Voulez-vous vous présenter peut-être? Oui. Ouais. Éric Amraoui, maître de conférence habilité à diriger les recherches en philosophie au CNAM. Et mon parcours, s'articule autour des notions de vie, de courage, notamment, et de corps. J'en parlerai. Voilà, donc je laisse la parole à Martha Sérafim. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, on voulait vous proposer les sujets suivants. Entre courage et peur au travail, comment se situer et agir au quotidien. Des clés de compréhension sous un angle philosophique et avant tout pratique. La question du courage quotidien au travail s'est imposée à moi après le constat du rapport dégradé au travail que j'observe régulièrement dans le cadre de ma pratique de psychologue du travail et notamment au sein de ma consultation souffrance et travail. Ce rapport dégradé au travail se caractérise, il me semble, par ce que nous pourrions appeler l'écrasement de la vie au travail, pour reprendre l'expression d'Éric. La vie est écrasée au travail, mais ceux qui travaillent n'écrivent pas souvent au scandale. Vous voyez, happés, on pourrait dire, par l'idéologie de maîtrise ou de contrôle, ou alors par une forme de résignation qui permet de dire que voilà, le monde du travail d'aujourd'hui est comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Dans ces lieux du rapport dégradé au travail, le travail, il n'est plus un lieu de développement de vie pour ceux qui travaillent. Il n'est plus un espace de développement, d'accomplissement de soi, de développement des compétences, voyez, de savoir. On pourrait dire autrement de l'accroissement des registres de sensibilité dans notre rencontre avec le monde. Le travail, finalement, de ce travail, on va dire, il reste que la production de biens, éventuellement de services, où la vitalité de ceux qui travaillent est convoquée, coupée de la vie, comme si elle pouvait puiser dans une source, on va dire, idéale d'énergie, sans fond, inépuisable. Cette vitalité serait l'objet d'une maîtrise, on va dire, idéale à nouveau, d'un contrôle de la part de celui qui travaille. Et ne plus en disposer serait considéré comme un signe de faiblesse ou d'un manque de courage. Il nous faut cependant questionner ce courage, c'est ce que je vous propose. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur l'histoire d'une cadre, d'une grande banque internationale que j'ai rencontrée dans le cadre de ma consultation. À cette cadre, ses responsables, après son retour de congé maternité, confie une équipe 3 fois plus importante que celle qu'elle dirigeait avant son congé. Pour cette personne, le travail jusqu'alors se passait plutôt bien. Vous voyez, il était source d'accomplissement, il était source de plaisir. Et du coup, même si ce nouveau poste lui fait plutôt peur, on va dire,
elle le vit d'abord comme une forme de promotion, en tout cas un signe de confiance de la part de son entreprise. Très vite, il s'avère cependant que l'organisation de ce poste génère une charge de travail très importante, que notre cadre essaye d'absorber en restant tard le soir, en travaillant, bien évidemment au détriment de sa vie personnelle. Elle demande assez vite des moyens supplémentaires qu'elle n'obtiendra pas. En revanche, on lui réitère la confiance en sa capacité de s'organiser, de tenir le choc, d'être forte et d'être courageuse. Alors, le courage, ici, vous voyez, est convoqué sur le mode viril, associé à la force et à la vitalité qui permet d'avancer, s'embrancher, s'employer. Ainsi est brossée l'image élogieuse d'une personne qui combat toutes les difficultés. Et notre cadre, elle tombe, vous voyez, elle tombe dans ce piège de la promotion d'image d'elle-même et de l'idéologie, on pourrait dire, du courage viril. Seulement, le problème vient du fait que ce type de courage, donc le courage viril, interdit toute forme de sensibilité. Il se moque, on peut dire, il se moque de la vie. Il anesthésie quelque part la personne aux besoins de son corps, dans toutes ses dimensions. Dimension physiologique, bien sûr, affective, cognitive. N'empêche qu'on a beau se moquer de la vie, bien sûr, assez rapidement, fait connaître ses lois, et notre cadre s'épuise dans cette fuite en avant. Rapidement, son corps lui envoie les premiers signaux de cet épuisement. Ces signaux sont longtemps ignorés par la personne, car les admettre pour elle voudrait dire échouer, ne pas réussir à se maîtriser, ne pas être à la hauteur de cette image idéale d'elle-même. Avec le temps, cependant, les symptômes s'aggravent et la personne ne peut plus ne pas le voir. Et c'est là où nous nous rencontrons pour la première fois sur la recommandation de son médecin généraliste. L'objet de peur de cette personne est alors de devoir s'arrêter, compte tenu de cette faille de sa vitalité qui se dessine à l'horizon. Mais prendre un arrêt de travail, vous voyez, prendre un arrêt de travail signifierait pour elle de montrer sa faiblesse, de montrer son manque de courage, et cela, elle craint plus qu'autre chose. Sa demande d'ailleurs, lors de notre premier rendez-vous, tourne autour de la question comment restaurer au plus vite ses forces vitales pour pouvoir travailler comme avant. Alors, répondre à cette demande en prescrivant à cette personne un traitement, vous voyez, ou des exercices qui lui permettraient effectivement de tenir le choc, de tenir au travail, c'est ce qu'elle attend d'ailleurs, bien sûr, du corps médical, voudrait dire la maintenir dans ce cycle infernal qui ne prend pas en compte sa santé et sa vie. Donc, il me semble que la réponse à sa problématique, à ce moment-là, se situe plutôt alors du côté du changement de ses représentations, voyez, pour lui permettre de comprendre où se situe le véritable enjeu de vie pour elle. Donc, il s'agit, en somme, de changer son objet de crainte et son objet de courage. Au courage viril, donc c'est lui qui interdit la sensibilité, c'est lui qui se moque de la vie, nous pourrions opposer le courage sensible. Le courage sensible qui est l'ouverture à la vie. Ce courage sensible, c'est aussi le courage d'être. Pour reprendre l'expression du philosophe allemand Paul Tillich, le courage est l'affirmation de soi, universelle et essentielle d'un être. Dans cette acception, le courage est l'affirmation de soi en dépit de tout ce qui tend
à empêcher le soi de s'affirmer lui-même. Ou alors, pour citer un autre philosophe, Paul Souriau, on peut aussi parler d'un acte de courage qui serait un effort dirigé contre une résistance des forces hostiles ou malfaisantes qui s'opposent à notre développement ou qui mettent notre existence en danger. La peur et le courage se côtoient. La peur ou la crainte peuvent susciter le courage sensible, mais encore faut-il que l'objet de cette peur ou de cette crainte soit une menace à l'affirmation de soi, à la santé ou à la vie. Dans ce sens, pour citer Platon cette fois-ci, le courage est aussi considéré comme la science des choses qui sont à craindre ou non. Le courage est cette voie de la raison qui nous permet de craindre nos désirs incontrôlés qui peuvent nuire au développement de notre puissance de vie. Alors, dans le cas de notre cadre du secteur bancaire, voyez, qu'est-ce qui serait réellement à craindre? Il me semble que c'est surtout cette illusion de maîtrise ou de contrôle de soi et du monde dans laquelle elle demeure, qui est bien sûr un idéal déconnecté de la vraie vie, de la réalité, et qui dénie les conditions de travail qui la poussent inexorablement vers l'abîme. Ici, l'expression du courage sensible, dans son cas, il me semble, serait premièrement ce discernement qui permet de comprendre qu'est-ce qui est réellement à craindre, et deuxièmement, un acte de retrait de travail pour protéger sa santé et sa vie. Ainsi, lorsqu'il est impossible de changer les conditions de travail, l'arrêt de travail peut être considéré comme un acte de courage sensible qui s'oppose aux forces qui mettent notre existence en danger. Dans l'approche de courage de Spinoza, cette fois-ci, le courage n'est pas seulement l'affirmation de soi ou la conservation de soi. Il est aussi un mouvement vers les autres dans l'optique du support mutuel ou de l'amitié. Spinoza parle de la générosité. Quand une personne prend un arrêt de travail, quand elle s'extrait des conditions de travail qui ne sont pas celles d'un travail vivant, elle envoie aussi un message aux autres, à ses collègues, ou par exemple aux autres personnes de son équipe. C'est un appel à leur courage, qui inviterait au discernement et aux actes de protection de leur santé et de leur vie. Cet acte courageux d'arrêt de travail est aussi dirigé vers l'entourage proche, qui souffre fatalement de l'épuisement des forces de la personne qui travaille dans les conditions qui sont délétères pour sa santé et dont l'état ne peut que s'améliorer avec l'arrêt de travail. Alors, mon idée ici, bien sûr, n'est pas de vanter les avantages de l'arrêt de travail. Vous voyez, le travail est un opérateur important, voire central, de construction de soi. En revanche, ce que je veux dire, c'est que lorsque l'organisation du travail n'est pas propice au développement de vie, lorsque la rencontre entre la personne et le travail se passe mal, il est alors important de ne pas céder à l'idéologie du courage viril ou à d'autres formes d'attitude défensive et de chercher en soi le courage sensible pour protéger sa santé et sa vie. Et dans ce sens-là, l'arrêt de travail ne doit pas être considéré comme un acte de faiblesse ou un acte de manque de courage, mais au contraire, comme un acte de courage sensible. D'autres exemples de ce courage sensible au travail existent, me semble-t-il. Alors, il ne s'agit pas ici, vous voyez, des actes isolés, exceptionnels, applaudis par le foule. L'idée qu'on se fait souvent du courage, mais plutôt de sa forme plus discrète, nichée dans les actes quotidiens du travail,
est peu visible pour un observateur externe et encore moins pour les personnes qui sont auteurs de ces actes. Pour illustrer ces propos, je me permets de vous soumettre le cas d'une conseillère en développement en mobilité professionnelle qui exerce au sein d'un organisme de la fonction publique. Sa tâche consiste à accompagner des publics dans leur mobilité, souvent suite à une rupture professionnelle. Au cœur des tensions qui traversent la situation professionnelle de cette conseillère se trouve la façon dont le travail d'accompagnement de ces publics doit s'exécuter. Ces responsables suivent la pensée ambiante selon laquelle toute personne en recherche de poste devrait se transformer en auto-entrepreneur de sa vie professionnelle. Selon cette idée, le travail d'accompagnement de la conseillère consisterait en devoirs d'information envers la personne accompagnée sur ses droits et éventuellement sur les espaces de recherche d'emploi. Pour le reste, la personne accompagnée devrait se débrouiller toute seule. Ceci permettrait aussi, aux yeux de ses responsables, aux conseillers de recevoir plus de publics et de répondre à une demande croissante. Bon, cette vision du métier n'est pas celle de la conseillère. Par le passé, à un autre moment de sa vie professionnelle, elle a pu développer des registres de sensibilité qui lui permettent de savoir que pour que ce travail d'accompagnement se situe du côté de la vie, donc du côté de l'affirmation de soi, à la fois pour la personne accompagnée et pour elle-même, il faut que ce travail se fasse dans la co-construction, voyez, avec la personne accompagnée. C'est un travail, selon elle, qui passe par plusieurs étapes qui s'inscrivent dans la durée, dans le temps. Par exemple, il s'agit d'abord de permettre à la personne accompagnée d'évacuer toute négativité qui est liée à sa situation professionnelle, sans quoi la construction de son chemin professionnel risque d'être difficile. Aussi, il s'agit de comprendre et de permettre de comprendre son rapport au travail, sans quoi elle risque de s'enfermer dans des situations professionnelles qui ne sont pas en accord avec sa nature essentielle. Enfin, il s'agit de bâtir un projet professionnel qui tient compte de cette nature essentielle, donc de la personne, et ancré dans le réel. Des tensions existent donc entre la vision du travail d'accompagnement de la hiérarchie de la conseillère. On lui reproche de materner les publics, de passer trop de temps avec eux. Bien sûr, la conseillère pourrait se résigner, vous voyez, elle pourrait suivre les prescrits, suivre ce que dit la hiérarchie et abandonner le travail vivant, donc le travail qui est vecteur de sa construction. Mais alors, une vraie menace pèserait sur elle, celle d'abandonner la vie au travail et de permettre que ce travail vidé de vie la grignote petit à petit, jusqu'aux conséquences sur sa santé et sur sa vie. Cette crainte pousse la conseillère à chercher une stratégie de courage sensible. Dans le discernement qui caractérise ce courage, elle arrive au constat qu'affronter frontalement sa hiérarchie, en défendant sa position, ne pourrait ni changer leur vision, ni changer sa situation professionnelle, et l'exposerait davantage au risque de se voir retirer son poste. Elle décide alors d'agir dans la clandestinité en ayant recours à ce que nous pourrions appeler la stratégie de la créativité rusée. Cette stratégie se traduit par exemple par un certain discours
sur la personne accompagnée lorsque la conseillère fait des rapports à sa hiérarchie. Alors, tout en employant le langage assez cynique parfois de ses responsables hiérarchiques, elle présente la situation de la personne accompagnée sous un angle qui permet l'attribution de l'accompagnement spécifique ou encore plus long ou plus étalé dans le temps. Vous voyez, elle triche d'une certaine manière. Ainsi, la conseillère gagne du temps et de la marge de manœuvre pour pouvoir continuer à exercer son activité de manière qui s'approche plus de sa vision à elle, de son métier. Dans cette stratégie, il me semble, nous pouvons voir une forme de recherche d'équilibre entre des actes trop dangereux qui risqueraient de vouer l'activité de la conseillère à l'échec et des actes qui se conformeraient aux prescriptions de l'organisation du travail, menaçant ainsi le travail vivant. Cette recherche d'un juste milieu pourrait être approchée de la définition du courage d'Aristote, selon laquelle le courage, il est la meilleure disposition, la disposition moyenne entre la témérité et la lâcheté. Là où le téméraire est défini comme celui qui craint moins qu'il ne faut et qu'il a plus de témérité qu'il ne faut, et le lâche, il est défini comme celui qui craint plus qu'il ne faut et qu'il est moins audacieux qu'il ne faut. La créativité et la ruse dont fait preuve donc courageusement la conseillère sont basées sur d'abord sa connaissance profonde de son métier et aussi sur l'intelligence pratique. Il s'agit dans ce sens-là d'une tricherie noble qui va toujours dans le sens des règles de métier. À cet égard, nous pourrions rappeler la figure d'Ulysse, donc un héros courageux de la Grèce antique, qui associe à l'héroïsme l'habileté, l'expérience, la débrouillardise, voire la dissimulation. Comme je l'ai signalé avant, les actes du courage sensible sont non seulement orientés vers l'affirmation de soi ou la conservation de soi, ils sont aussi orientés vers les autres. Dans le cas de notre conseillère, premièrement, elle protège les personnes qui l'accompagnent d'une vision dépourvue de sensibilité en leur assurant un accompagnement vers un rapport heureux au travail, en tout cas elle essaye. Et deuxièmement, en associant certains collègues à sa stratégie, elle leur montre aussi une autre voie que celle du repli sur soi, des comportements défensifs ou alors de résignation. Mais bien évidemment, cette stratégie de courage qu'il s'agit de tenir tous les jours, quotidiennement, nécessite un effort important de la part de la conseillère dans cette bataille contre les éléments qui épuisent la vie au travail. Et si cet effort reste un effort singulier, isolé d'une seule personne, il risque de s'épuiser avec le temps. Et il me semble qu'il n'y a probablement que la reprise collective de l'effort de courage qui pourrait assurer un vrai changement de la situation. Mais ceci est un autre débat, un débat sur le courage collectif. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais prendre la suite du propos de Martha Seraphim, dont je tiens tout d'abord à souligner l'originalité du travail. Pour la première fois, un travail de nature interdisciplinaire, combinant
les méthodologies de la psychologie, de l'orientation et de la philosophie, et l'épistémologie philosophique, est engagée à partir donc d'une clinique. Donc, d'où la force du propos tenu. Alors, pour ma part, j'insiste sur ce point, dans la mesure où actuellement, au CNAM, un certificat de spécialisation en philosophie sociale du travail est en voie de constitution en vue d'inventer un nouveau métier de philosophe intervenant, et non ni professeur ni consultant. Voilà, et donc cette recherche est en la matière pionnière. Alors pour ma part, je vais développer dans le sillage de ce qui a été dit quelques aspects conceptuels, toujours autour de la question des rapports entre peur et courage dans le quotidien. La notion de quotidienneté est importante. Elle est souvent négligée, voire méprisée par les philosophes. Qu'est-ce que le quotidien ? Le quotidien est un temps de l'habitude, est un temps de l'habitation de la vie. Le quotidien, c'est la vie au jour le jour, dans l'ici et le maintenant, et du fait même, il engage un autre rapport plus lent, plus modeste à l'effort de conceptualisation. Le véritable défi de la proposition de discussion qui a été faite ce soir, c'est justement de revisiter la catégorie de courage versus celle de peur du point de vue de la processualité lente du quotidien. Alors, un philosophe que Martha Seraphim a cité, Aristote, eh bien, dans l'éthique à Nicomaque, qui était évoquée implicitement, pensait déjà le courage au quotidien, en tant que médiété, moyen terme, juste milieu, mésone en grec, entre, comme cela a été dit, la lâcheté qui se trompe d'objet de crainte. En fait, c'est ça le drame de la lâcheté, plus que la défaite morale, comme on l'entend nous, à laquelle elle conduit, et la témérité, la confusion du courage avec une passion de l'extrême. La témérité, elle est l'apanage, on pourrait dire, de l'être de la personne irréfléchie. Ça, c'est dans l'éthique à Nicomaque. Donc, de la personne qui ne sait pas estimer à sa juste valeur le bien qu'il possède. Par exemple, sa vie. Le soldat qui va au combat sait, en étant courageux, la valeur de la vie qu'il risque de perdre, contrairement à l'individu téméraire. Donc vous voyez, courage et estimation empirique, concrète, quotidienne, en lien avec le quotidien, des biens que nous possédons vont de pair. Le courage est un acte estimatif. Une science, disait Platon avant Aristote, la science du juste notamment, du vrai, en tout cas c'est une vertu cardinale. Aristote apporte du nouveau par rapport à Platon en incarnant le courage. Il le pense en situation. Dans l'éthique à Nicomaque, toujours, Aristote nous apprend met l'accent sur le fait que nous avons beau avoir été héroïques au combat, nous pouvons, le lendemain, dans l'espace domestique, nous conduire lâchement.
une forme d'esquisse de déconstruction du courage viril par le biais du quotidien existe, me semble-t-il, dans les passages consacrés au courage, dans l'éthique à Nicomaque et dans l'éthique à Eudème. Alors, donc, le courage, c'est dialoguer avec la peur. Le courage n'ignore pas la peur, et l'individu qui va au combat pour défendre les siens compose avec la peur. Faute de quoi, il peut être dit téméraire. D'où la notion de courage sensible. Le courage sensible est celui qui se laisse interpeller par l'aiguillon de la peur. Voyez ? Il n'est pas idéologie, théorie de lui-même, affirmation pure. Le courage pur, en soi, n'existe pas. Il serait une abstraction. Autrement dit, j'irais jusqu'à avancer que la peur est l'aiguillon sensible du courage, sa substance en quelque sorte. D'où le caractère illusoire de leur opposition, le caractère illusoire et factice de leur opposition. Le courage, en réalité, fuit tout sauf la peur. C'est le contraire de la définition du courage viril, du courage défensif, au sens où l'entendent les cliniciens du travail. Un courage qui, justement, dénie la peur, la fuit d'une certaine manière, le déni étant apparentable à une forme de fuite. Le courage, s'il est aiguillonné par le sensible, par la peur en l'occurrence, est, disais-je également, œuvre de discernement au quotidien, au cœur des habitudes de penser et d'agir, qui sont les nôtres, qui nous exposent au danger de l'illusion. Le courage nous incite donc, je reste chez Aristote pour l'instant, à la prudence, la phronésis, au développement, si vous préférez, d'une sagesse pratique qui compose avec l'empirie, avec le quotidien, avec également le temps. La prudence, elle sait attendre le temps opportun de l'action. Elle est ce qui empêche l'individu d'agir témérairement. Voyez, parce que comment s'empêcher d'agir témérairement ? On pourrait parler de la témérité comme courage impulsif. Eh bien, c'est l'action, l'œuvre même, le travail de la prudence. Alors, cette prudence, elle est consciente du fait que le véritable courage ne se voit pas forcément. Elle est consciente de l'invisibilité, du caractère non spectaculaire, non démonstratif du courage. Le courage est par essence modeste, faute de quoi il serait bête au sens où Musil l'entend, purement théorique, une action qui ne serait que la théorie d'elle-même. J'agis courageusement, mais il ne s'agirait que d'une pétition de principe. Voyez, le courage ne se voit pas, demeure inconscient souvent à ses propres déterminations. Tel est ce que dira plus précisément un autre penseur de l'Antiquité, après Aristote, dans un autre contexte,
une autre tradition, là on retourne à l'idéalisme, c'est Plotin, disant que l'individu qui agit courageusement, eh bien, ignore qu'il agit de telle manière. Le courage est invisible aux yeux de celui qui agit courageusement. L'action courageuse n'a pas besoin de passer par l'image de cette même action. On pourrait même dire que la personne qui prétendrait agir courageusement en le sachant s'exposerait au danger d'une explosion en plein vol, de la pétrification. L'image l'empêchant, le rendant stupide. Vous voyez, un effet de sidération. Donc, cette invisibilité qui est aussi celle de la vie. Alors, peu à peu, je me rapprocherai d'une des thématiques bien développées par le propos de Martha Sérafim, l'association du courage et de la vie. Alors, le courage, toujours dans la philosophie antique et chez Aristote en particulier, je reviens à lui, est ouverture à l'inédit, au possible. Il est accueil du possible. Il ne désespère pas. Il est accueil au possible et à l'événement, à ce qui peut surgir sans que l'on ait eu la prémonition de son surgissement. L'événement est, voilà, une insurrection du réel. Il surgit et, en faisant souvent insurrection, il bouleverse un ordre de choses, une économie de signes au niveau de la représentation. Donc, le courage, il est force de vie, puissance, aurait dit Martha Sérafim, capable, nous rendant capables de soutenir, d'accueillir le possible et l'événement. Un de mes collègues, Guillaume Leblanc, qui a publié un ouvrage récemment sur les migrants, eh bien, déplore qu'un pays comme le nôtre manque de la force de vie, le rendant capable d'accueillir l'événement qui est celui de ces migrations massives liées au chaos géopolitique. Pour accueillir, il faut être en vie. Être en vie, c'est en avoir la puissance. Alors ça, j'y reviendrai de plus en plus. Et Aristote, me semble-t-il, insiste sur l'indissociabilité du courage et de l'accueil du possible et de l'événement. Ce n'est pas la même chose. Hein. L'événement, c'est ce qui surgit indépendamment de la volonté du sujet, et le possible, eh bien, peut être conçu par l'entendement du sujet. Autrement dit, le courage est résistance à tout mouvement de repli sur soi, lutte contre la diminution de la sensibilité, ce que j'appelais des forces de vie, qui en découlent, et dépassement des réflexes défensifs qui sont le signe de cette insensibilisation. Alors, Martha Sérafim a cité un auteur important qu'on ne peut ignorer quand on aborde la question du courage. Elle n'a pas eu le temps de développer un point important, même si elle l'a suggéré de manière, à mes yeux, explicite. C'est l'idée selon laquelle chaque époque invente ses modalités d'affirmation de courage et ses stratégies de défense. Alors, Tillich, dans Le courage d'être, propose la typologie suivante.
la première forme de courage qui fait face à l'angoisse du destin et qui donne naissance au stoïcisme, à la pensée stoïcienne, que l'on pourrait qualifier de système défensif rationnel. Tillich parle de, si ma mémoire est bonne, de système protecteur de courage. C'est quand même fabuleux. En clinique du travail, on parle de stratégie de défense, de système de défense, et bien avant, Tillich, parce que l'ouvrage est paru en 1952, Tillich parle de système protecteur de courage. Donc, face à l'angoisse du destin, le stoïcisme. Et vous voyez, entre parenthèses, lire la philosophie comme stratégie de défense face à l'angoisse du réel n'est pas anodin. Deuxième système protecteur de courage, c'est celui né face à l'angoisse du vide et de l'absurde. C'est le XVIIe siècle, l'époque de Pascal, le pari, l'angoisse devant les deux infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et également, cette angoisse, elle fait fond à l'émergence de ce qu'une collègue qui s'appelle Sarah Carvalho appelle la pensée de l'homme parfait. L'homme parfait, c'est quoi? Quel est ce mythe? Et vous allez voir son importance. L'homme parfait, c'est celui qui refuse de courber l'échine devant Dieu, qui affirme sa dignité. Le mouvement s'amorce à la fin du XVIe siècle et se parachève au XVIIe siècle, à l'époque de Pascal. Et si vous voulez, l'homme donc redresse la tête, mais dans ce contexte de l'émergence du système protecteur de courage faisant face à l'angoisse de l'absurde et du vide. Voyez? Mais ce n'est pas étonnant, puisqu'il refuse la tutelle de Dieu, il rencontre le vide et l'absurde. Alors, l'homme parfait, c'est important parce que, si vous voulez, c'est une modalité chez les auteurs de la Renaissance de connaissance de soi. Dès lors que l'homme pose l'idée de sa perfection par rapport à Dieu, eh bien, il pose un acte de connaissance qui concerne à la fois les merveilles du corps et de la psyché. Alors, l'homme parfait, j'y insiste, parce que je vais en venir à la troisième époque. Eh bien, c'est une perfection qui est tournée vers la connaissance de soi et non vers l'augmentation de la performance. Il ne s'agit pas de devenir toujours plus parfait au sens de la perfection, de la performance. Ce qui correspond à la troisième époque, qui est celle naissant devant l'angoisse de la culpabilité. Nous y sommes en plein. Notre époque est génératrice de culpabilité. Alors, bien sûr, au sens théologique, mais surtout une culpabilité devant notre incapacité à remplir les objectifs de la production, à augmenter notre vitalité, pour faire écho aux propos de Martha Séraphim, et donc d'être en déficit. Et cette troisième époque, eh bien, génère d'autres systèmes défensifs, notamment l'héroïsme, une forme d'héroïsme viril, managérialement valorisé et qui s'avère délétère pour la santé. Alors la question que je me pose, c'est comment peut-on être authentiquement courageux dès lors que nous nous sentons coupables, en dette, coupables de ne pas atteindre les objectifs, et donc en dette subjective. C'est la thèse de Maurizio Lazzarato, la fabrique de l'homme endetté. Et c'est sur la société néolibérale. Alors, je ne vais pas plus loin.
dans ces considérations. Alors, cette idéologie de l'homme parfait, revue et corrigée à l'époque actuelle, par le management, aboutit à la confusion du courage et de la résilience. La perfection consiste en une capacité de renaître en permanence de ses cendres, d'être un phénix, une idéologie phénixologique. On voit bien, en écoutant la clinique de Martha Sérafim, que le réel, le quotidien, dément, et que, voilà, apporte un démenti cinglant à cela. D'où la production d'idées inadéquates, pour revenir à Spinoza, notamment à travers l'injonction au bonheur, bonheur qui serait la parade, le moyen de surmonter les affres de la condition de l'individu au sein des organisations actuelles du travail. Alors, comme le montre Spinoza, faute d'œuvrer à la production d'idées adéquates, l'entendement, eh bien, peut être en proie aux illusions, à l'illusion, et ne peut être à l'origine du développement du courage d'être. Parce que le courage d'être, il naît de la production d'idées adéquates. Ne pas se méprendre sur ce qu'il y a lieu de craindre ou de ne pas craindre, ne pas se méprendre sur ce qui est bon, sur la nature de ce qui est effectivement bon ou mauvais pour nous. Non pas bien ou mal en soi, mais bon ou mauvais. Partant de là, Spinoza invite l'individu à œuvrer dans le sens d'une politique de l'amitié. Donc, rechercher d'abord ce qui est bon et utile pour lui, persévérer dans l'être, mais ce faisant en rejoignant généreusement autrui. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est l'idée de la fortitude, du courage au sens spinoziste, que certains collègues, Pascal Sévrac notamment, grand spécialiste de Spinoza, appellent la fortitude, de fortitudo, le courage en latin, et il fabrique un néologisme en français, fortitude contre servitude. Le courage est le moteur de l'émancipation. Voyez ? Mais le courage, compris comme animal bipède, marchant sur deux jambes. La première étant la persévérance dans l'être, rechercher l'utile propre, ce qui, est compatible avec ma santé, ce qui m'incite à m'arrêter, à fuir, voire à fuir. Spinoza parle du courage de fuir. Ou au contraire, ce qui est délétère. Voyez ? Et partant de là, eh bien, je développe des affects généreux qui élargissent ma faculté d'agir et de penser à celle d'autrui, au moyen, par le biais de l'opération d'une composition de puissance. Alors, je voudrais conclure d'une manière qui va peut-être vous surprendre. Spinoza développe à mes yeux une philosophie géniale du courage, mais il omet le féminin. Et la génialité de la pensée de Spinoza réside, je le précise, Martha Sérafim l'a déjà explicité, en l'opposition entre la puissance de vie, la persévérance dans l'être, et le pouvoir. La potentia et la potestas, le pouvoir. Mais en excluant, sans penser le féminin, c'est-à-dire le rapport au corps.
même si, alors attention, je ne réduis pas le féminin au rapport au corps, mais c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il fait du corps une raison, le foyer de la raison. Il exauce le corps à la raison. Nul ne sait ce que peut le corps. Alors que le corps possède lui-même ses ressources initiatrices de pensée. C'est un peu les conclusions auxquelles parvient un philosophe français du début du XIXe siècle, Maine de Biran. Le corps est l'ancrage de la pensée. Donc, il s'agit de raisonner vraiment de manière post-cartésienne, ce que Spinoza ne fait pas complètement. En fait, c'est ça. En opposant, alors, il n'oppose pas dualement, il dépasse la dichotomie corps et raison, mais il évacue le rapport, il discrédite, si vous voulez, c'est dans le traité de l'autorité politique, il discrédite le féminin. Or, bien des années plus tard, une philosophe et écrivain, Annie Leclerc, reviendra sur ce point dans un ouvrage, Épousailles au pluriel, épousailles entre le silence et la parole, entre l'homme et la femme, entre la vie et la mort. Échapper aux dichotomies. Et elle développe un point de vue, me semble-t-il, qui complète ce que Spinoza n'a pu penser, n'était pas en mesure de penser. Eh bien, elle développe une conception du rapport entre la puissance et le pouvoir, que je trouve magnifique. Il n'y a pas un lieu que le pouvoir ne s'applique à gagner, mais il n'est pas un lieu qui définitivement lui soit acquis. Alors Spinoza lui-même dénonçait la naïveté consistant à croire que le pouvoir soit un empire dans un empire. La peur de ne pas pouvoir suffisamment. Alors, Annie Leclerc poursuit, car le pouvoir ne saurait se passer de la puissance des hommes. Le pouvoir ne peut, ni ne peut vouloir anéantir la puissance, mais seulement la contraindre, la contrarier, l'endiguer en la forçant dans une voie particulière, la convertir en être et en avoir. Donc, ce que décrivait tout à l'heure Martha Sérafim, c'est cette logique de contrariété, de contention de la puissance de vie au travail, génératrice de drame et d'une opposition paradoxale entre la vie et la vitalité augmentée. Voilà, donc je m'en tiendrai là sur cette question à mes yeux décisive pour penser le courage au quotidien. Il s'affirme, me semble-t-il, dans l'économie de cette tension entre pouvoir et puissance, laquelle, comme le montre Annie Leclerc, eh bien, se situe au cœur du corps. Elle est ce silence qui constitue le fond de toute parole, de tout logos. Le quotidien, eh bien, intègre la dimension du silence. Penser le courage au quotidien, c'est dépasser la peur du silence et la peur que la parole n'advienne pas du silence. Je m'en tiendrai là. Merci. Oui, mais juste un mot. La dimension délibérative, servant d'assise à
la puissance d'accueillir, de l'ouverture, est effectivement essentielle. Hein? Donc je crois que vous avez raison de dire que peut-être que l'individu seul, inscrit dans le cadre de ce que certains commentateurs de Spinoza appellent les politiques de l'inimitié qui séparent les individus des uns des autres, une politique de l'inimitié qui récuse tout fondement généreux au sens spinoziste, hein, la générositas. Alors, ce que j'ajouterais, encore faut-il en avoir le désir de cette puissance délibérative à même d'augmenter notre capacité d'accueil à l'inédit. Et notre époque, et c'est peut-être son drame, manque dans certaines situations, dans certains contextes, cruellement de désir. L'orexis qui initie le mouvement de la délibération. L'orexis, c'est le désir qui initie la bouleusis, la délibération. Oui, merci pour votre question. En effet, cette question du collectif est en effet cruciale et délicate et difficile. Pour revenir à cet exemple de cette conseillère qui cherche effectivement, comme je disais, la stratégie de la créativité rusée, elle prend aussi le risque, on peut dire, d'associer certaines personnes. Et dans sa stratégie de courage, on peut dire que d'abord, elle teste. Vous voyez, elle teste certains collègues, par exemple, pour voir si elle peut faire confiance, si elle peut les associer à ses pratiques. Mais en faisant ça, effectivement, elle crée une forme de collectif, on peut dire, courageux autour d'elle. Et la stratégie, on peut espérer, peut se propager progressivement. C'est un peu ça la question. Donc peut-être, effectivement, elle-même, elle n'a pas forcément conscience, on va dire, d'agir courageusement. Mais elle le fait parce qu'il y a cette question de désir, en fait. Elle a ce désir de le faire. Elle ne va pas nommer ça le courage, vous voyez, mais elle va le faire. En fait, le courage, c'est ce qui est, je pense, très important, c'est surtout agir, acte, vous voyez, réfléchir, agir. Et parfois, j'ai l'impression que cet acte est presque sorti, excusez-moi l'expression, de notre tripes. C'est quelque chose d'extrêmement, comment je pourrais dire, je manque un peu de mots, mais c'est presque viscéral, vous voyez. Voilà. Et en effet, ça c'est un espoir, hein, je pense, que ça puisse se propager de cette manière, en commençant par un individu courageux, ensuite, voilà. Mais c'est pas gagné. Oui, pour ce faire, il s'agit, me semble-t-il, de marcher à contre-courant de la conception, des effets d'un management par dispositif qui isole les individus, qui les plonge dans le risque, qui les confronte au risque d'une politique de l'inimitié et pas de l'amitié. Hein, c'est ça. Et donc au mépris du corps. On peut songer à l'excellent livre de Marie-Anne Dujarier, Le management désincarné. Les planeurs, planificateurs et considérant le travail d'autrui à distance, le double sens de la notion de planeur, qui méprisent les fatigues du corps, qui, dans un but de maîtrise absolue, qui s'inscrivent dans une logique de maîtrise, au mépris du corps, et au mépris de l'activité, du sens de l'activité concrète et de ses polémiques, au sens où les ergologues l'entendent. L'activité
est une mise en écho d'activité à différents temps de la vie. Voilà, donc ce que j'aurais ajouté. Oui, donc je pense qu'effectivement, c'est notre époque qui produit, si vous voulez, cette on va dire, stratégie managériale de courage viril. Quelque part, vous voyez, on se sert du mot courage, qui est un mot associé plutôt à des valeurs plutôt nobles, pour pousser, je pense, les individus à avancer, s'employer, s'embrancher. Donc c'est pour ça que je me suis permise de parler d'une forme d'idéologie. Donc oui, il faut espérer qu'effectivement, un haut niveau d'encadrement, il y ait des exemples du courage sensible, j'en connais, ça existe. Mais en effet, c'est pas simple, parce que l'idéologie ambiante aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations du travail, on a en effet cette forme, on va dire, d'idéologie qui pousse les personnes à s'inscrire dans une forme de virilité qui néglige encore une fois la santé et la vie. Donc je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais il me semble que oui, heureusement c'est possible, il y a des cas. Après, c'est une bataille, parce que c'est pas forcément là où la société pousse, vous voyez. C'est pas la vision partagée par la plupart, je pense. Voilà. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la question du corps. Le corps qui est le foyer d'émergence de la raison, enfin en tout cas que Spinoza ne dissocie pas de la raison, mais un pas supplémentaire était à franchir. Et c'est justement le corps comme lieu possible de la réalisation de notre humanité plénière, qui permettrait d'abolir cette... enfin en tout cas de déconstruire l'idéologie du courage viril. C'est ça. Et donc, ce que Annie Leclerc dit à propos de la peur du corps, parce que le courage d'assumer les limites de son corps au quotidien, c'est un courage au quotidien, mais nous en avons peur. Et cette peur, elle est le nom de quoi? Elle est le nom de ce dont il n'affirme que pour le dire... Enfin, il n'affirme que pour dire non à ce qui ne cesse de vouloir parler. C'est ça. Affirmer pour dire non à ce qui ne cesse de vouloir parler, autrement dit, la vie qui sourd du corps. Et que le management nous demande de contraindre à travers la génération, enfin plus exactement la construction d'une figure inédite du sujet autoconcurrent. Le néolibéralisme, par rapport au libéralisme, qui est une philosophie de la concurrence entre les nations et entre les individus, eh bien le néolibéralisme, qui naît sous la République de Weimar, dans les années 1920-30, enfin c'est l'ordolibéralisme, eh bien invente l'autoconcurrence. Alors comment être courageux dans ce contexte? Quel courage mobiliser, vous voyez, dès lors que nous sommes à la fois maîtres, la conscience, le sens des responsabilités, et serviteurs, corps. Vous voyez, c'est une histoire de fou. Ça suppose, en tout cas, d'avoir, à tout le moins, conscience des enjeux anthropologiques de l'organisation actuelle du travail, qui n'est pas un simple secteur de notre vie, mais un point d'intelligibilité de notre existence, y compris en un sens métaphysique. Parce que le néolibéralisme engage une anthropologie, et donc des représentations. Voilà. Donc, c'est ça. Comment... Il me semble que
la tâche est plus complexe que dans les années 70, au début des années 80, pour cette raison, puisque nous sommes deux. C'est aussi ce qu'un collègue, Sidi Mohamed Barkat, appelle l'anthropologie du sujet dédoublé. Voilà, autoconcurrent, c'est Pierre Dardot et Christian Laval dans La Nouvelle Raison du Monde, et le sujet dédoublé. Donc voilà. Donc, alors, il y a, juste pour conclure cette séquence, des auteurs, professeurs de gestion, exemple, Ghislain Deslandes, auteur de Critique de la condition managériale, qui essaie de penser les conditions d'un management à l'écoute de la vie, et donc du corps et de la subjectivité, en renvoyant à la pensée de Michel Henry. Mais juste une indication de... Merci beaucoup pour merci pour ce témoignage. Je voudrais juste ajouter que oui, effectivement, question de parler de la communication, oui, je pense qu'elle me semble, elle est très importante pour la propagation, on va dire, de ces actes courageux. Il me semble que vous soulignez ça. Après, sur la question du courage sensible, effectivement, le mot sensible peut parfois peut-être une connotation, je ne sais pas, sensible, femme sensible, vous voyez, etc. Bon, sensible vraiment de façon très, on pourrait dire presque virile. Il s'agit de la santé de la vie, vous voyez. C'est vraiment ça qui se joue là-dedans. Je pense qu'il faut porter ce mot sensible courageusement, justement. Ne pas en avoir honte, d'une certaine manière. C'est voilà, ma réflexion. Donc, pour qu'il y ait désir, encore faut-il qu'il y ait rencontre et désir de rencontre. Et la teneur de ce qui vient d'être dit me semble répondre à votre question. C'est comment rendre possible la rencontre des différents points de vue naissant de l'expérience du corps, sensible et pensant, qui sont les nôtres, un partage d'expériences pour réaliser notre humanité plénière, me semble-t-il. Je pense que les mouvements en cours, MeToo, qui lèvent la chape de plomb du silence, c'est un événement considérable et dont il s'agira de penser la portée. Et je pense que nous ne le ferons qu'ensemble, hommes et femmes. Et voilà, c'est un peu comme ça, la rencontre. Le courage lui-même, en soi, n'est jamais que rencontre. Entre deux déterminations, un bouillonnement sensible et un principe d'unité. Le bouillonnement sensible qui renvoie à la cour, au cœur, au bouillonnement des affections, et âge, cour et âge, c'est un principe d'unité. Donc, ardeur et mesure, la rencontre entre l'ardeur et la mesure, qui est en nous, femmes et hommes, et au sein de la société. Voilà, c'est un peu l'idée de réalisation de l'humanité plénière pour dépasser les imaginaires, virils en l'occurrence. Voilà, le désir comme puissance de vie.